Place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Logiquement, en toute logique, on devrait être en direct. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Re-bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Beaucoup ont dit oui la semaine dernière, ouais, vous disiez ouais c'était la dernière, nanani, nous on avait pris des vacances, on comptait pas être là ce soir, bon bah désolé les amis, c'était surtout la semaine dernière, la dernière de notre ami Xavier Coulant, hein, qui a passé 2 ans à mes côtés dans cette émission. Voilà, ça a été une belle aventure, une belle amitié, une belle expérience je pense pour lui aussi, ça lui a peut-être ouvert des portes ailleurs, je l'espère aussi pour lui. Il y a de l'avenir je pense dans la radio, web radio, ça dépendra de ses choix de carrière comme on dit, entre guillemets bien sûr, nous sommes que des amateurs, c'est pour ça que nous prenons un petit peu le football populaire, parce que nous faisons partie de ces radios populaires underground, comme diraient certains, de la démerdée, de la D, je sais pas comment on dit, mais bon, c'est du système D. Mais voilà, on y arrive. Ça fait bientôt 3 ans et demi que cette émission existe, et perdure surtout grâce à vous. Donc voilà, c'est jamais fini. Même quand on vous dit que c'est fini, c'est jamais fini. La preuve, on est à quelques jours, 8-9 jours de la Coupe du Monde, un événement bien sûr planétaire. Un événement que tous les footeux attendent. Donc bien sûr, hormis les contestations FIFA et tout, on met ça de côté, on va dire. C'est quand même la Coupe du Monde. Donc ce soir, on va parler ballon, football, mais aussi supporters. On reste dans le cadre parce que nous recevons l'association Les Irrésistibles Français. Donc une association que je pense que tout le monde connaît, parce que ils font quand même assez de bruit, que ce soit au Stade de France ou à l'extérieur. Donc ils avaient leur place ce soir parmi nous. On ne sait pas s'ils seront à Rio, ils vont nous dire s'ils vont à Rio, mais voilà, c'est ce soir spécial France avec, on va dire, un des fondateurs des Irrésistibles Français, Fabien. Bonsoir Fabien, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Stan, bonsoir à tous les auditeurs. Et bien sûr, nous avons aussi un peu plus jeune, et il a rejoint le bateau, comme on dit, en cours au dos. Il était dans une barque, il a pu rattraper le bateau, il s'est accroché, il est parmi nous ce soir pour parler aussi un petit peu de son expérience. C'est Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous les auditeurs et merci de votre accueil. C'est un plaisir pour nous, on est tous un petit peu supporters de l'équipe de France, malgré on en reviendra sur des péripéties, des petits épisodes qui s'est passé et que on n'oubliera jamais, bien sûr. D'abord on va s'intéresser à vous, les mecs, voilà votre petit parcours de supporter. Toi Fabien, comment es-tu rentré dans le monde du football? Dans le monde du football, en ayant un père qui s'intéressait au football et un grand-père, etc., enfin toute la lignée, donc j'ai découvert le football très petit, et puis pour faire le lien avec l'équipe de France, évidemment, étant français, j'ai grandi moi via le football au début des années 90. Il y a une équipe avec les Papins, les Cantona, tout ça qui se mettait en place, qui avait quand même une belle gueule malgré le fait qu'ils aient pas fait les Coupes du Monde de 90 et 94, mais il y avait quand même quelque chose sur le terrain. Et donc en aimant le football et en étant français, j'en suis arrivé à aimer le football et l'équipe de France de football. Tu faisais partie de cette génération qui ont vu l'équipe de France gagner la Coupe du Monde en 98? Ouais, j'ai 30 ans cette année, donc 98, j'en avais 14, j'étais encore dans l'adolescence, mais déjà assez grand pour apprécier le moment. J'étais déjà supporter entre guillemets devant ma télé de l'équipe de France avant. En tout cas, j'étais derrière eux. Je me rappelle avoir été très 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 déçu en 93 après le but de Kostadinov, et voilà, et 5 ans après il y a eu toute la montée en puissance de l'équipe de France, et c'est vrai que c'était un beau moment quand même.
Ouais, à part ce moment-là en 93, en 93, j'avais 18 ans. Donc non, en 93, non, j'avais quel âge? Je suis de 75, bon, je sais plus compter. Vous faites le calcul vous-même. Hein. Voilà, j'avais 18 ans, donc moment difficile. C'est vrai que bon, la génération Coupe du Monde, je l'ai connue, j'ai fait partie de ces gens sur le pas vers Reville du Stade de France, etc., etc. La 86 Boucher, enfin voilà, la nuit de fête. C'est ce qui t'a poussé un petit peu à dire bon. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir créer une association de supporters de l'équipe de France? Alors, pour la petite histoire et le début du mouvement, en fait, j'ai fait mes premiers matchs au Stade de France, je crois que c'était en 2001, quelque chose comme ça, quand j'ai eu la possibilité d'y aller. Tout simplement, c'était pas une histoire de victoire, de défaite. Je suivais l'équipe de France à la télé auparavant sur tous les matchs, comme je te dis, de 90 à 98, donc il y a eu des hauts, il y a eu du très bas. Et quand j'ai pu y aller, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller au Stade de France, j'y suis allé. Et je m'intéressais déjà un petit peu à ce qui se passait dans les tribunes. J'y allais pour m'amuser, pour faire la fête. Et en fait, j'ai été super déçu de l'ambiance qu'il y avait eu au Stade de France ce soir-là. Le déclic s'est fait sur un France-Roumanie, je crois, au Stade de France, un match pas terrible. Et en fait, j'étais à l'opposé à l'époque du club des supporters de l'équipe de France. Et en fait, en sortant du match, je n'étais pas forcément intéressé à ce qui s'était passé sur le terrain. Mais j'étais surtout déçu qu'il n'y ait pas d'ambiance dans ce stade, alors qu'il y avait un grand club des supporters, pseudo-club des supporters de 5000 personnes, qui devait être présent et qui a passé plus de temps à siffler certains joueurs de l'équipe de France qu'à les encourager. Et donc à ce moment-là, j'ai contacté l'un des responsables de ce club via des contacts qui étaient trouvables sur internet, et en fait je lui ai dit voilà, si j'ai trouvé l'ambiance désastreuse, et si vous voulez, je peux venir vous rejoindre pour essayer de faire bouger tout ça. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'y suis allé avec un pote, on a amené un petit peu notre jeunesse, notre envie de faire bouger le stade comme ce qu'on peut voir en Ligue 1, et puis voilà, c'est monté en puissance. Pendant de longues années, c'est resté sur un petit noyau, un petit pépin, et puis on a commencé à se structurer vraiment, à réfléchir à comment faire monter en puissance ce mouvement et arriver à être le groupe de supporters qu'on est aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc le groupe de supporters que vous êtes aujourd'hui a attiré du monde petit à petit, dont Anthony, Anthony qu'on va voir son petit parcours de supporter. Juste avant, j'avais oublié de saluer notre ami Chris, le Belge, une fois, qui s'occupe de la technique, qui grâce à lui encore une fois ce soir, la technique est aux petits oignons. Donc une spéciale dédicace à nos amis belges, à nos cousins belges. Et je pensais à ça, tu as connu le parcours des Belges en 86 alors du coup. Ah oui, l'époque Enzo Schifo, Jean-Marie Pfaff, oui, des grands moments, oui, des grands joueurs, une belle équipe. C'était Tu n'étais même pas un spermatozoïde à ce moment-là. Ah là là. Oui, ça tu peux rien, hein, ça c'est la faute de tes parents. Et maintenant il existe de bons avocats pour récupérer ces dommages et intérêts, si tu veux. Mais voilà, c'était une petite dédicace pour toi, parce que voilà, l'émission a besoin de Chris le Belge là une fois, et même voire deux fois. Si je peux me permettre une dédicace, je te coupe juste 2 secondes, j'ouvre la parenthèse et je la ferme rapidement. Moi j'aurais une pensée pour les Montpellierins et pour Castille ce soir. Ah oui, j'allais en parler en fin d'émission. Si tu veux, on rentre vite fait. Non, je laisse le mouvement ultra, je te laisserai faire ça tout à l'heure. Mais voilà, c'était juste une petite pensée pour eux, et j'espère que la justice se poursuivra et qu'on n'en restera pas là. Lui, il ira jusqu'au bout. Après les recours, je sais pas. J'essaierai de l'appeler pour avoir plus d'informations, pour pouvoir Mais je sais que je pense qu'il va faire appel. C'est catastrophique de voir un système judiciaire aussi peu compétent, ou on va dire très partial.
Voilà, ça fait peur sur certains sujets, comme quoi le mouvement ultra est vraiment en danger, plus que jamais. L'union, je le répète, l'union fait la force, les amis. Voilà, cette émission est aussi faite pour ça, pour réunir un petit peu ceux qui ne se seraient peut-être pas calculés avant. Et ben voilà, on essaye de débattre et d'aller tous dans le même mouvement parce que voilà, c'est notre passion qui meurt petit à petit. Laisser le voisin dans sa merde maintenant, c'est un petit peu se foutre aussi dans la merde. On revient sur Fabien, Anthony, donc c'est cette nouvelle génération qui a introduit un petit peu l'association. Toi, Anthony, ton petit parcours de supporter avant d'arriver, de dire je vais faire partie des irrésistibles français. Bah écoute, moi j'ai connu vraiment l'équipe de France en 96 avec l'Euro que j'ai suivi à la télé avec mon père évidemment qui est un football, qui a connu l'épopée des Verts, donc lui c'était 100% football. Ensuite j'ai connu 98, tu vas me dire j'étais jeune, j'avais à peine 10 ans. Mais j'ai quand même suivi la Coupe du Monde 98 avec Zizou exceptionnel. Donc là, tout de suite, on a mis dans le bain. Et c'est suivi, pour moi, mon plus beau souvenir déjà en tant que supporter. Après France-Ukraine, je dois le reconnaître parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Ça a été le France-Italie en 2000 et championnat d'Europe. Grand moment. Grand moment. Je ne sortirai pas l'anecdote où j'ai été, mais grand moment. Grand moment. Ah, c'est les croustillantes, vas-y, tu peux la sortir. Hein. Là, on était parti avec une équipe de potes de mon quartier. J'habitais Bobigny. On était parti dans le sud de la France, à l'hôtel, à l'arraché. Voilà, c'était le feu dans l'hôtel, c'était le feu dans la boîte de nuit. Enfin voilà, on a fini, on s'est réveillé, on était en garde à vue. Enfin voilà, c'était voilà, on se souvient plus de tout, mais c'était un grand moment pour la petite anecdote. Merci Tréségol quoi. Hein? Merci Tréségol. Ouh là 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 là, je crois que l'hôtel il a tremblé ce jour-là avec nous. C'était un tsunami. Ouais. Et donc, pour finir, après j'ai mis quand même un peu de temps à aller au stade, parce que c'est vrai que le Stade de France me faisait un peu peur. Rien qu'à la télé, j'étais effrayé quoi. J'étais ado, je me dis mais, c'est quoi l'ambiance et tout. Et petit à petit, je me suis rapproché et j'ai grandi aussi un petit peu quand même. Et c'est en 2010 que j'ai dû approcher l'association, il me semble, ouais. C'est 2010 que j'ai approché l'association. Et j'ai rencontré Fabien, et comme il a vu un petit jeune venir motivé, il n'a pas hésité, il m'a capturé tout de suite. Et du coup, là a commencé l'aventure. Donc au début, je venais au stade pour chanter, pour m'amuser avec Fabien. Et petit à petit, j'ai pris des responsabilités, j'ai commencé à prendre le méga. Et du coup, maintenant, à tous les matchs, depuis à peu près une petite année, j'accompagne Fabien au mégaphone et j'essaie de faire vivre le stade et faire vivre le match aux gens qui aiment le supporterisme à fond, et voilà. Pour la petite anecdote, c'est la photo que j'ai postée sur Facebook. Ce sont nos deux amigos avec les mégas que vous avez. Donc vous avez le son et aussi quelques images grâce à nous. Tant mieux, c'est bien que voilà que il y ait une relève comme on dit. C'est ce que nous on prenait aussi un petit peu à l'époque. Il y avait des jeunes qui arrivaient, bien sûr, on les éduquait et ils reprenaient un petit peu le flambeau. C'est l'ambiance qui t'a plu, Anthony. Tu t'es dit, voilà, c'est un mouvement qui mérite qu'on s'accroche. C'est un mouvement, c'est surtout un mouvement qui prenait forme, qu'on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, quoi, parce que je sentais que déjà dans ce petit noyau, je sentais que ça pouvait partir, et du coup c'est ça qui m'a donné l'envie de les aider, et au final ils m'ont tiré aussi vers le haut, et du coup déjà rien que bâcher, déjà rien que ça, une belle bâche, déjà quand on voit une autre bâche, c'est quand même une belle bâche, et du coup déjà rien que ça, en tant que supporter, ça donne envie de venir chanter derrière la bâche et tendre son écharpe, quoi. Absolument, mais attention de ne pas se faire tirer la bâche. L'Euro 2016 arrive, les amis, petit conseil. On n'est pas dans le mouvement ultra.
Moi, un homme averti en vaut deux, et ce soir T'inquiète. vous êtes deux les amis. Fabien, tant mieux qu'il y ait de la relève, il doit y avoir aussi derrière aussi pas mal de monde. Combien êtes-vous, on va dire, officiellement dans l'association? Alors c'est un petit peu un truc de fou cette année. On est monté en puissance petit à petit depuis 3-4 ans, en passant de 150 à 250 à 300 et à 400 en fin d'année 2013. En fait, nos adhésions couraient jusqu'à maintenant sur des années civiles, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et donc on a fini l'année 2013 à 400 adhérents. Pour ceux qui sont inscrits au mouvement de France-Ukraine. Et donc on a relancé nos adhésions début 2014. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, on a officialisé la barre des 700 adhérents passés. Et on est à 705 adhérents aujourd'hui. Bon, c'est quand même pas mal ça quand même, mine de rien. C'est plutôt impressionnant, ouais. Bah, on a du mal à y croire. Franchement, avec Fabien, on a vraiment du mal à y croire. Quand en 2000, c'était un petit 150, là aujourd'hui, je trouve ça hyper bien, quoi. Tant mieux. Il faut qu'il y a des pays, hein, ils se déplacent, ils sont plus de 10 000, tous le cœur vaillant. Donc pourquoi pas nous? C'est vrai que on dit, hein, tout le monde pense que la France n'est pas un pays de football. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux dans le public en général. On le voit, et puis il existe encore. On le verra certainement par la suite que le public français peut être versatile. Le public en général et le spectateur en général. Donc voilà, il y aura toujours des personnes qui retourneront leur veste au gré du vent. Malgré ça, je suis moi convaincu qu'il y a au moins 10 000, 20 000, peut-être 80 000 personnes qui sont de fervents supporters de l'équipe de France, qui peuvent les encourager pendant 90 minutes sans retourner leur veste, en les soutenant quand ça va mal, en faisant la fête quand ça va bien. Et donc le Stade de France pourrait être rempli, enfin le Stade de France et les stades de province pourraient être remplis d'un grand nombre de supporters de l'équipe de France prêts à les encourager. Nous, c'est vers ça qu'on tend en fait. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de point de fixation pour ces supporters qui avaient envie d'encourager l'équipe de France. Et on a voulu développer ce noyau. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, on est parti sur un pépin. Ensuite, on est passé sur un noyau. Là, on commence à avoir un bloc qui ressemble vraiment à quelque chose. Et voilà, on veut attirer vers nous toutes ces personnes qui peuvent être isolées dans le stade pour concentrer en un point l'animation. Je pense que c'est ce qui a été fait dans tous les clubs dans les années 80, 90. Quand il y a eu la constitution des groupes de supporters. Et voilà, et nous, c'est ce qu'on cherche. Après, pour l'équipe de France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs dans l'année à domicile. Le Stade de France n'est pas forcément l'enceinte idéale pour supporter. Je pense que tous les clubs qui sont passés en finale de coupe peuvent le dire. Le son est pas top, ça s'éparpille assez rapidement. Donc voilà, on est nous sur cet état d'esprit-là. Ouais, bah c'est quand même un bon état d'esprit, hein. C'est important, hein, un soutien populaire, hein, que ce soit pour un club ou pour une nation, peut-être encore plus important pour une nation parce que c'est des échéances importantes telles la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Vous, dans le Stade de France, voilà, quel genre de public pour vous certains, depuis bien sûr la Coupe du Monde 98, on parle de footix, certains disent ouais c'est que des footix. Pour vous, que signifie ce terme footix? Le footix, c'est celui qui est, enfin je parlais pour moi, je laisserai Anthony répondre sur sa définition après. Le footix pour moi c'est juste celui qui retourne sa veste, qui change d'avis sur son amour pour l'équipe de France et pour le maillot au gré des résultats. Nous, notre amour pour l'équipe, pour les joueurs peut changer. On peut s'attacher à certains joueurs, ne pas s'attacher à d'autres. Je pense que ça arrive à tout le monde. Par contre, l'amour pour le maillot, l'amour pour le drapeau est tout le temps là et on le supportera toujours. Voilà. Alors que le footix, lui, va être à fond, va être le plus grand supporter de l'équipe de France après 98 et leur cassera tout ce qu'il peut sur le dos en 2002, en 2010, etc. Sans faire attention à cette passion qu'il peut avoir ou qu'il a pu avoir.
Moi, je vais juste te dire, je vais pas aller bien loin. Hein. Je vais aller 6 mois, 7 mois en arrière, quand on perd en Ukraine 2-0. Et c'est vrai que la prestation n'a pas été top. Donc Fabien et moi, on y était en Ukraine. Je peux vous dire que quand je suis rentré d'Ukraine et que tous les mecs qui m'ont ri à la gueule au boulot, style non mais pourquoi tu veux supporter ces chèvres et puis ces machins et puis ces trucs. Et quand je suis au match retour, quand je suis retourné au boulot, je me suis rendu compte que au boulot, il y avait quand même une grande partie de footisme. Parce qu'au final, ils ont tous, ça y est, on était en Coupe du Monde, on allait être en finale. Voilà. Moi, être supporter de l'équipe de France aujourd'hui, c'est d'aller les supporter en Ukraine en perdant 2-0, là-bas en faisant un match pas très bon, mais toujours chanté jusqu'à la 93e. Et là, et de revenir en France, et justement, le bonheur que c'est de mettre 3-0 aux Ukrainiens qui nous avaient bien chambrés. Et là, du coup, c'est voilà. Pour moi, tout le contraire d'être un footique, c'est ça. C'est supporter quoi qu'il arrive et voilà. Tu parlais d'Ukraine, vous êtes parti en Ukraine, mais comment ça se passe? Parce que bon, pour un club, une association de supporters, ça se vit, on va dire, au quotidien. Vu que les matchs c'est toutes les semaines, donc comment ça se passe quand on est une association d'une nation? Pour les rendez-vous, tout ça, ça doit être un petit peu complexe ou ça semble plus facile que de gérer une association de club? Je pourrais pas faire la comparaison parce que je suis pas responsable d'une association de club, donc je pourrais pas voir la différence de taf qu'il peut y avoir entre les deux. Après, ça reste assez compliqué, enfin notamment pour le déplacement en Ukraine, parce que le tirage au sort a eu lieu quelques petites semaines avant. C'était à peine un mois avant, je crois. Et donc voilà, il a fallu organiser très rapidement. Il y avait un certain coût quand même pour aller en Ukraine. C'est pas comme si on faisait un quart pour se déplacer en Belgique ou en Suisse. Donc voilà, il a fallu faire tout ça très rapidement. Nous, ça nous demande honnêtement, enfin dans le bureau, un énorme boulot cette gestion de l'association. Parce que en plus de ça, on veut dynamiser notre communication. Donc c'est des efforts de tous les jours pour être les plus professionnels possibles, tout en restant amateurs et bénévoles. Et donc voilà. Après, on a des déplacements comme celui en Serbie où on sait au mois de septembre qu'il va tomber. Donc on a beaucoup plus de temps pour l'organiser. On peut traiter les autres échéances qui arrivent avant d'abord. Enfin, gérer nos prios. Mais voilà, on a certains avantages sur ce calendrier fixé parfois bien à l'avance. Après, il y a toujours certains problèmes qui sont relatifs au stade. C'est-à-dire que quand un club tombe contre une ville en Europe, il sait qu'il va aller jouer dans la ville. Nous, en Italie, quand nous y sommes allés, c'était fin 2012, je crois, 3 semaines avant le match, presque 2 semaines avant le match même, on ne savait pas encore qu'il allait jouer à Parme. Donc on était un petit peu à l'affût, on pouvait rien préparer, rien réserver, on ne savait pas si le match se déroulait à Bari, on n'aurait pas forcément pu le faire en bus. Si le match se jouait sur un aéroport low cost, c'était pas pareil que si je joue à Parme où c'était un peu plus compliqué d'y aller. Donc voilà, on a certains avantages en sachant vers quel pays on va aller. Il y a certains pays où on sait dans quelle ville ça va se jouer quasi à coup sûr, mais après il y a certains pays qui nous font aussi attendre et qui nous mettent dans le contexte d'une organisation à la dernière minute. Ouais, c'est vrai. Vous étiez combien en Ukraine? En Ukraine, je crois qu'on était une centaine à nous déplacer là-bas. Oh, c'est déjà pas mal. Faut motiver les gens pour aller. Faut y aller en Ukraine. Voilà, faut motiver les gens pour aller en Ukraine. C'est pas non plus la porte à côté. Je trouve ça bien. Voilà, cette implication pour l'équipe de France, bien sûr, c'est quand même voilà, c'est notre pays, donc il faut qu'on soit fier de nos joueurs, mais il faut aussi qu'on soit fier de notre public. C'est pour ça que voilà, ce soir vous avez votre place dans l'émission. Parce que voilà, moi ayant un certain âge, je vois, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu des vertes et des pas mûres, et voilà, je trouve que vous faites du bon boulot. Après, il peut y avoir des critiques, bien sûr, mais les critiques viennent toujours un petit peu de ceux entre guillemets qui ne sont jamais là,
ou qui ne connaissent pas grand-chose. Donc voilà, les critiques, je pense que c'est surtout la critique vient de celui pourquoi ne pas être irrésistible français. Ça devrait être un devoir d'être faire partie des irrésistibles français. Est-ce qu'il y a une concurrence parce qu'il y a une association, c'est pas un club de supporters de l'équipe de France? Est-ce que vous leur faites de l'ombre, ils vous font de l'ombre, vous avez des relations avec eux? Alors, le club de supporters de l'équipe de France, ça vient tout juste d'être lancé par la Fédération française de football en vue de créer un noyau de supporters, un gros noyau, voire une tribune de supporters pour l'Euro 2016. C'est la grande échéance. Après l'Euro 2016, on ne sait pas ce qui va en être de ce club des supporters. Il n'y avait rien qui existait avant. C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, il y a quelque chose qui a existé pour l'équipe de France entre 1997, je crois, si je dis pas de bêtises, et 2005, qui s'appelait déjà le club des supporters de l'équipe de France de football, géré par la Fédération française de football. Et en fait, nous, le début de notre vrai développement, nous, dans l'association, ça a justement été en 2005, le jour où la Fédé, du jour au lendemain, a laissé tomber ce club des supporters et nous a complètement abandonnés dans la gestion de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et donc il a fallu qu'on se structure à ce moment-là, qu'on s'organise pour cette Coupe du Monde où sur les 3 semaines de compétition pour voir les 7 matchs de l'équipe de France, on a fait 11 000 km en car aller-retour à chaque match. Et donc c'est à partir de là où nous on s'est structuré. Et l'autre événement marquant avec la Fédération française de football, ça a été en 2008 pour l'Euro, où en fait la Fédération française de football n'a alloué que 10 places par association de supporters, alors que nous, par match, alors que nous on avait entre 150 et 200 demandes par match. Et donc en fait ces 10 places que la FFF nous allouait, nous on les a refusées, parce qu'on ne voyait pas trier nos adhérents qui avaient demandé des places, on ne voulait pas faire un tirage au sort, etc. Et on ne voulait pas être subjectif dans le traitement et dans les places à qui on allait les donner en fait. Et donc on les a refusés et on est rentré dans ce combat avec la Fédé. À ce moment-là, ça se passait pas du tout très bien. On a fait une manifestation devant la Fédération française de football pour réclamer plus de billets. Et en fait, c'est là où le bureau actuel des IF a pris conscience du rôle qu'il devait avoir dans le futur, c'est-à-dire prendre du poids et devenir un véritable interlocuteur de la Fédération française de football. Et donc on a grandi comme ça, en se structurant et en commençant à montrer la confiance que pouvait avoir la Fédération française de football dans ses supporters, et donc la confiance qu'elle pouvait leur allouer justement pour se développer par la suite, pour grandir, et puis pas rester des petites associations qui représentaient pas grand-chose et qui ne se faisaient pas entendre. Donc nous on a travaillé, on a énormément bossé entre 2009 et 2012 pour créer ça, pour montrer qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait créer ce groupe de supporters tout en restant dans le cadre qu'exigeait le Stade de France. Et c'est en ça qu'on ne peut pas se reconnaître ultra ou développer une image ultra et donc être traité par certains critiqueurs de footix s'ils le veulent. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'amener notre voix, nos encouragements au Stade de France. Et c'est en ça qu'on s'est construit. Et donc la Fédération française de football a commencé à s'intéresser à notre travail. Elle nous a permis de nous développer. Depuis très peu de temps, ça fait à peine 2 ans qu'on peut bâcher nous en bas et montrer le nom de notre association en bas du virage, alors qu'avant il devait être derrière parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les bâches par-dessus la signalétique qui était mise en place en bas du virage. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. On a commencé par poser la bâche, ensuite on a continué à mettre l'ambiance, mais à se développer. La Fédé nous a ensuite permis d'amener les grands drapeaux que vous voyez actuellement et de rentrer donc du matériel qui normalement n'avait pas le droit de rentrer auparavant, en elle prenant la responsabilité de ce matériel qui pouvait rentrer, de ce nouveau matériel qui peut être considéré comme dangereux suivant certaines normes, et le gros revirement de situation. Ça s'est fait également sur cette période-là, au début 2012. C'est qu'en fait, à la base, les stadiers, dans le Stade de France, dès qu'il y avait une personne qui gueulait parce qu'un supporter était debout pour chanter, le stadier allait faire asseoir la personne qui était debout.
Et dans notre relation avec la Fédération française de football, et donc dans toutes les discussions qu'on a pu avoir, en fait, on a réussi à leur faire changer le discours au stadier, c'est-à-dire que à partir du moment où on a collaboré avec la Fédé, on a montré notre envie de les aider à dynamiser le supportariat de l'équipe de France, parce qu'il faut aussi être conscient que pour eux, c'est un intérêt aussi que le public français ait une belle image, donc on est gagnant-gagnant dans l'histoire. Et en fait, la Fédé a donné comme consigne au stadier, quand une personne venait les voir pour se plaindre, de l'inviter à changer de tribune, notamment pour le prochain match, pas pour le match en cours, mais que désormais les supporters debout qui chantaient, c'était la norme. Et ça peut paraître un truc de fou pour tous les auditeurs qui nous écoutent, et tous les ultras de clubs qui nous écoutent, mais je pense que tous les groupes de supporters ont connu ça à leur début. Et nous on le connaît avec 20 ans de retard, il a fallu qu'on bosse, qu'on cravache pour ça, et c'est pour ça que petit à petit ça prend forme, que petit à petit ça se développe, et on a tout fait étape par étape, comme je te disais tout à l'heure pour l'évolution du nombre d'adhérents. Nous on a fixé les jalons, on savait où on allait, on savait chaque étape qu'il fallait franchir pour évoluer, et notamment dans le quantitatif, on savait que pour commencer à grossir, il fallait qu'on ait tel bloc au Stade de France, et qu'à partir du moment où on pouvait gérer tel bloc, on pouvait structurer l'association autour du bloc, etc. Et donc voilà, un travail de collaboration, honnêtement, avec la Fédé. Chacun peut en penser ce qu'il veut, mais de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, nous, pour grandir, sinon on était boycottés directement et on était invités à nous asseoir et à nous taire. Surprenant quand on voit que le dernier match de l'équipe de France où les supporters parisiens, certes, mais lambda, la Fédé a joué le jeu aussi pour un petit peu leur interdire l'accès ou leur interdire de chanter, et d'un autre côté ils vous poussent aussi à faire un petit peu ce qu'on nous reproche à nous, c'est-à-dire faire le job, tout simplement. C'est vrai que c'est un petit peu de son cloche, mais bon, on va dire que c'est un petit peu normal. Et il faut que c'est tout dans leur bénéfice aussi, que les supporters soient derrière l'équipe de France. Mais je trouve ça quand même bien. Après, j'ai mon avis personnel par rapport à la présidence de la Fédération française de football et tous ses représentants, mais le fait qu'ils vous interdisent pas ou même qu'ils vous défendent, je trouve ça quand même bien. Il marque quand même un petit point, il remonte un petit peu dans mon estime, même si ça compte pas vraiment dans la balance. Même si dans ton estime Noël Le Graët est assez bas, chacun son avis sur lui, et chacun peut penser ce qu'il veut. En tout cas, de tous les présidents qui sont portés candidats à la présidence de la Fédération française de football quand l'élection a eu lieu, je sais plus quand est-ce que c'était, Noël Le Graët a été le seul où dans le programme apparaissait le mot supporter. Le seul. Non, mais moi j'ai Noël Le Graët sur certains trucs, mais c'est pas un homme acheté pour moi à la poubelle, parce que il fait des choses pour Guingamp. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le football aussi. Par contre, il est pas parfait, c'est pas l'homme parfait. Il peut faire des choses bien, tel ce qu'il fait envers votre association. Il peut faire d'autres choses. Donc tant mieux qui est quand même de visage comme ça, d'une personne. On voit que c'est quand même un être humain avant tout. Vos relations avec les joueurs, comment ça se passe? Vous arrivez à les approcher? Ils vous connaissent? Ça se met en place. Ça se met en place par des contacts avec le staff, en fait. On a commencé par être en contact avec certaines personnes du staff de l'équipe de France qui eux donc sont en contact avec les joueurs, et petit à petit les liens se sont tissés. Alors on n'a pas des contacts privilégiés avec l'équipe de France et avec les joueurs de l'équipe de France, loin de là. On a le même accès aux entraînements publics à Clairefontaine que les lambda qui feraient la demande auprès de la Fédé pour aller assister à cet entraînement. On approche les joueurs de la même façon que les autres, et au stade on a, hormis France-Ukraine, on n'a pas eu plus de contacts que ça avec eux. Alors c'est vrai que ça commence à changer, parce que aussi on grossit, parce qu'ils doivent nous entendre, ils doivent nous voir. Et donc depuis 2013, et notamment fin 2013, les joueurs se rapprochent de notre tribune en fin de match pour nous saluer. En fait, c'est ce qu'on leur a dit, quoi. On leur a dit, si vous voulez que le public du Stade de France vous supporte,
on peut comprendre que vous soyez vraiment frustré quand vous êtes sifflé, etc. Par contre, sachez qu'en bas du virage nord du Stade de France, vous avez un noyau de supporters qui vous encourage, dans tous les cas qui vous encouragera. Et donc, saluez-les, au pire, ça sera un pied de nez à ceux qui vous ont sifflé. Et ça permettra aux autres d'avoir confiance dans cet amour qu'ils ont pour l'équipe de France et de continuer à les encourager. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. L'équipe de France a commencé à nous saluer, à se diriger vers nous en fin de match, à faire un salut à tout le stade, puis à se diriger un petit peu vers nous, comme ce qui peut se passer, je pense, dans les clubs. Et en fait, on a aussi pas mal gueulé, nous, quand auprès du staff, et sans se gêner, quand en déplacement, les joueurs ne venaient pas nous voir. Et ça a été le cas en Ukraine, à Kiev, pour le match aller de barrage. Les joueurs étaient certainement dégoûtés, mais on était aussi dégoûtés que, voire plus. Et donc on a rué dans les brancards après ce match-là, en leur disant qu'on pouvait comprendre plein de choses, mais que le fait qu'ils ne soient pas venus nous voir, c'était juste honteux. Et donc voilà. Je te coupe vite fait, on peut reconnaître que je tiens à préciser quand même que Lloris et Evra nous a applaudi du milieu de terrain. J'ai un souvenir juste de ça, je dis tiens Evra qui nous a applaudi. T'es sûr que c'était vous aussi? Est-ce que t'en es sûr? Ah, sûr et certain. C'était vers nous, mais enfin c'était vers le quart de virage français, on va dire. Mais après, au-delà de ça, enfin l'exemple que cite Anthony, ça montre aussi que même quand ils nous ont salués, ils étaient pas forcément voilà, ils étaient au milieu de terrain. Près de nous. Voilà. Et voilà, ce manque un petit peu de on va dire de proximité, de changement même par rapport à certains joueurs et tout. Est-ce que c'est facile pour vous à gérer ce soutien quotidien, ou avant qu'on rentre dans les affaires antérieures, pour vous ça n'a aucune différence que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui soit sur le terrain? Non, on ne ferme pas les yeux sur qui porte le maillot. On a des affinités avec certains joueurs, mais ces affinités-là, on les a notamment dans les visites à Clairefontaine. On voit les joueurs qui viennent plus spontanément, qui sont plus ouverts. On a aussi créé ce sentiment lors des déplacements, parce que lors des déplacements, on peut avoir des contacts à certains moments avec l'équipe de France, mais comme peut avoir n'importe quelle personne qui essaierait d'approcher l'équipe de France. Et donc on voit les joueurs qui viennent vers les supporters pour les saluer quand on est dans des villes étrangères, et ceux qui tracent tout droit avec le casque sur la tête. À partir de là, nous on se fait aussi notre opinion sur chaque joueur. Il y a des joueurs qu'on n'aime pas, il y a des joueurs qu'on adore, il y a des joueurs qui ont une mauvaise image au sein du grand public français, mais qui pour nous ont une bonne image. Exemple Patrice Evra. Exemple Evra. J'en suis sûr. Ouais. Très sympa avec les supporters. J'ai eu plein d'échos par rapport à ça. C'est exactement ça. Patrice Evra, il est énormément critiqué pour peut-être sa froideur, etc., son arrogance, je sais pas, par le grand public, mais nous on l'a toujours soutenu parce qu'il a toujours été très près de nous, et spontanément il est venu nous voir, etc., nous saluer en déplacement, et c'est vraiment l'exemple type. Evra, son problème c'est qu'il dit trop fort ce qu'il pense, mais je pense que c'est un mec droit et intègre. Maintenant, parfois il fait des conneries, mais c'est un mec droit, oui. C'est sûr. C'est un petit peu aussi, on va rentrer dans le dur, c'est un petit peu aussi le leader de Naïsna. Pour vous, ça n'a rien changé, le fait qu'ils viennent, qu'ils lire une lettre, qu'ils veulent pas s'entraîner, que pour vous ça n'a pas été perçu comme un manque de respect, ou je sais pas, parce que c'est bien beau de dire bon, Patrice Evra, ok d'accord, je veux bien. Mais Stan, ça s'oublie pas. Stan, si t'enlèves les gars qui étaient à Naïsna, t'enlèves un tiers du groupe de l'équipe de France. Mais moi j'aurais viré tout le monde. Mais tu vas avec qui au Brésil? Franchement, c'était une dérouillée à tout le monde. Ils prenaient la dérouillée de leur vie tous, franchement, et ils ne mettaient plus les pieds en équipe de France. Ça c'était voilà. Après Naïsta, tu peux pas dire à un Lloris de s'en aller, quoi. Mais bien sûr que si, tu dis à Lloris de s'en aller, tu mets un Ruffier à sa place, et il est où le problème? Ouais, mais dire que. Et tu vas avec qui à Rio? Tu prends Lucadine titulaire à gauche? Excuse-moi, je préfère encore Ruffier, je préfère encore même que tu mettes Landreau dans les buts. Ça nous rappellera. Si je peux juste donner mon avis sur le sujet rapidement, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses, remettre les choses dans leur contexte. Comment les joueurs ont été. On peut pas tout pardonner, ça c'est clair et net, on peut pas tout pardonner. Il faut remettre dans le contexte que Domenech déjà, il nous a
coupé du monde. Je veux pas casser du sucre sur n'importe qui, mais il faut juste Il les remettre a dans peut-être protégés, c'est peut-être une façon de protéger les joueurs. T'as des Mourinho qui prennent toute la pression sur eux pour protéger leurs joueurs, et il y en a d'autres qui... Non mais là c'est plus protéger de la pression, c'est vraiment ils avaient coupé du monde. C'était coupé du monde. Déjà ils étaient coupés du monde. Tu te rends compte que les joueurs ne se sont pas rendus compte. Aucun d'entre eux, les 23, ne se sont rendus compte de l'impact médiatique que ça a fait en France. Ils se sont rendus compte que le lendemain. Donc, c'était pour te dire dans. Ouais, mais ils sont débiles alors. Ils sont débiles alors. Est-ce que vous pouvez pas comprendre que certains supporters, si, des mecs de ma génération, par exemple, qui ont fait l'armée, tu fais tes classes, t'es en opération commando, on va dire, presque un mois d'affilée avant. Enfin voilà. Est-ce que ces mecs-là, ils pouvaient pas dire on est en commando pendant un mois d'affilée ou machin? On va ressortir plus fort, enfin voilà, au mieux de faire genre les petites tapioles, on est coupé du monde, on n'a pas Facebook, non, c'est trop archaïque ce que je dis. Non, du tout, mais après, honnêtement, Naïsna, on l'a tous très mal vécu, et il y a eu la Coupe du Monde aussi, en général, qu'on a mal vécu, parce que c'était pas folichon, tout ce qui se passait en extra sportif se ressentait derrière sur le terrain. Après, Naïsna, honnêtement, on nous refourgue, on nous remet ça sur la table, nous, tous les mois, depuis 4 ans. Et Naïsna, je pensais faire un coup. Mais Fabien, c'est pas ça le problème. Fabien. Attends, pardon, Fabien, je te relance. Mais le problème pour moi, c'est pas ça, et tu diras ce que tu en penses. Effectivement, moi en France, je suis ça de loin, je suis belge, donc j'habite pas en France, et je vais souvent en France, mais donc je pense avoir un peu de recul. Le problème, c'est que Naïsna, le problème n'a jamais été réglé véritablement. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu aussi une confusion. Deschamps, quand il est arrivé, il a dit vous allez voir ce que vous allez voir. Et finalement, on n'a pas vu ce qu'on a vu. Moi, je suis d'accord qu'il faut garder les joueurs parce que tu vas pas non plus mettre des mecs de 19 ans à la Coupe du Monde. Ça, je suis totalement d'accord. Et en plus, je pense que la responsabilité aussi de l'entraîneur. Maintenant, il faut pas les dédouaner. L'histoire ils se sont rendus compte que le lendemain, ils sont débiles quand même. Un truc comme ça, moi, quand j'ai appris ça, j'ai cru que c'était une blague tellement je pouvais pas y croire. Maintenant, le vrai problème de Naïsna, et c'est pourquoi on en parle encore pas en Belgique, mais on en parle beaucoup en France, je vois qu'en France qu'on en parle encore, c'est parce que le problème n'a pas été réglé, Fabien. Mais parce que non, en fait, ce genre de réaction, c'est typiquement français. De remettre les problèmes sur le tapis, ça c'est typiquement français, c'est de la pression inutile. Et je t'explique tout simplement parce que ça c'est le typiquement français. Je peux te répondre que de ça parce que t'inquiète pas que dans 6 ans, dans 8 ans, on en reparlera de Naïsta. À part si on est champion du monde là. Si on est champion du monde là, on n'en reparlera plus. Mais t'inquiète pas que si la Coupe du Monde est moyenne ou bonne, dans 6 ans on en reparlera. Tu verras. Parce que ça c'est typiquement français. Ce qui se passe avec Naïsna, en fait, le gros démon, ça a été le groupe par rapport à Naïsna, et derrière ce sentiment de mettre des mecs irréprochables, des mecs qui donnent tout sur le terrain, qui vont jusqu'à crever sur le terrain, des vrais guerriers, et derrière un groupe qui se construit, mais un groupe sain. Et donc, on l'a pas vécu, entre 2010 et fin 2013, on l'a pas vu ça. Et je pense que la page commence à se tourner, mais il va falloir que vraiment elle soit tournée définitivement si les gars sur le terrain et en dehors du terrain arrivent à continuer dans la lancée sur laquelle ils sont. C'est-à-dire que en conf de presse avant le match retour des barrages, on a vu Sakho, Giroud qui ont lancé vraiment le truc en disant on va être des mecs, on va être des guerriers sur le terrain, on va y laisser notre vie mais on va se qualifier. Les gars ils ont pas fait que parler, derrière ils l'ont fait sur le terrain. Et il y a un groupe qui se met en place. C'est des petits jeux. Eh ben tant mieux. Et c'est aussi bien. Et c'est aussi bien. Ça veut dire que cet état d'esprit va perdurer. Et c'est ce que nous on veut voir. Pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure, le lien avec les joueurs. Que Nasri n'ait pas été pris. Vous vous êtes dit ah non merde putain on aurait eu besoin de Nasri. Eh ben par exemple pour faire le parallèle avec Evra, ce que je te disais tout à l'heure sur la proximité avec les joueurs. Nasri, c'est le mec qui trace tout droit avec son casque sur les oreilles et qui calcule même pas le supporter qui a fait 5000 bornes pour aller le saluer. Voilà, c'est le petit prince, comme on l'appelle à Marseille, c'est le petit prince. Et non mais c'est vrai, c'est le petit prince et voilà, c'est tout à fait ça, il trace avec ses écouteurs. Et juste pour préciser la non-sélection de Nasri, sachez que dans son livre, Domenech précise bien qu'il ne le prend pas et c'est tout à fait pour exactement les mêmes raisons que Deschamps. Donc faut pas être surpris. Il ne prend pas Benzema non plus. Pour Benzema, mais tu sens que tu vois l'évolution maintenant par rapport à ce comportement. Benzema lui a su changer,
alors que Nasri, lui, a priori, n'a pas su changer. Donc tu vois, là se dégage, par exemple, Benzema est remonté dans les... Vous Tu vois, dans... sentez Benzema plus impliqué Mais à à 100%. de l'extérieur, comme là, contre le match, il est avec son portable, il n'a rien à foutre de ce qui se passe. Vous sentez que c'est une personne qui est très impliquée dans le maillot de l'équipe. C'est peut-être pas le plus impliqué, c'est peut-être pas le plus mort de faim, c'est peut-être pas celui qui a le comportement le plus irréprochable. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'écarter Benzema. Enfin, parce qu'il joue au Real, parce qu'il plante sur la fin de saison, parce qu'il revient bien en équipe de France. Il en a 4 buts sur les 5 derniers matchs, je crois. Donc voilà. On choisit les images qu'on veut aussi, on choisit les images qu'on veut montrer. Benzema avec son portable. C'est sûr maintenant, il y a un truc tout bête. Wilmot, je prends cet exemple-là, j'aime pas trop parler de la Belgique, c'est la deuxième fois que je le fais. Mais il a fait un truc vraiment super bien, et c'est un truc tout bête. C'est que dès que les joueurs savent qu'il y aura des supporters pas loin, ou ils peuvent le faire, mais très rarement, interdiction d'avoir des casques sur les oreilles. Ça a l'air con, ça a l'air débile, ça a l'air stupide, mais je peux vous assurer que déjà pour l'image, c'est vrai que quand tu vois les mecs qui sortent du car avec tous des écouteurs, t'as l'impression qu'ils se parlent pas, t'as l'impression qu'ils se sont fait la gueule dans le car. Rien que pour l'image, déjà c'est bien, et pour les supporters qui y vont, j'imagine que c'est encore mieux. Ah, c'est clair. 100% d'accord. Une petite dédicace aussi au passage aux Belgium Ultra qui doivent apprécier ce comportement. Ouais. Et qui viennent de Mons, que je connais bien. Ouais, bon, on les connaît bien aussi. On connaît bien les supporters de Mons, ils sont aussi actifs, ils viennent de descendre en D2, je crois, c'est ça Mons Exactement, et moi j'habite à 200 mètres du stade. Donc, et Stan, pour finir ce que j'allais dire avec cette nouvelle génération, donc avec les Giroud, les Sakho qui ont lancé en conf de presse l'esprit guerrier, à la fin du match donc contre l'Ukraine, et là où on a complètement noué un lien avec l'équipe de France, c'est quand ils sont venus se jeter vers nous. Ils ont commencé à approcher en nous saluant, en venant du milieu du terrain vers les buts, etc. et en kiffant ce qu'ils étaient en train de vivre. Et en fait, il y a 2 joueurs qui ont pris le lead à ce moment-là pour sauter par-dessus les barrières et venir se jeter dans notre COP directement. C'est Varane et Pogba. Et comme on le disait avant, c'est la nouvelle génération. Donc si les mecs peuvent continuer dans cet état d'esprit-là, à se rapprocher de leur public et à continuer à créer un lien, à montrer que c'est pas des stars qui restent au milieu du terrain et qui se foutent de tout, c'est tout gagné pour l'avenir. On a une génération qui arrive et qui peut être assez sympa. Et puis c'est peut-être une génération qui n'a pas peur peut-être de foutre la pomme pourrie hors du panier. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont le niveau pour le faire. Ouais, voilà, je suis partisan de ça, que quand il y en a qui perdent de couronnesse, qui la mettent sur la table, c'est bien. Faut laisser rester, surtout pour l'équipe de France, il faut des gens impliqués. Vous, votre meilleur souvenir, votre pire souvenir, on va pas le faire parce que peut-être que c'est peut-être pas Daïsna, c'est peut-être un autre. Hein. Non. Meilleur souvenir, meilleur déplacement. Anthony, à toi. Chiffre. Alors moi, mon meilleur délai, ça a été un match amical, si je me trompe pas, tu me dis, en novembre 2011, il me semble. C'était un déplacement à Wembley contre l'Angleterre, où on va gagner 2-1, et j'ai surkiffé ce dep parce que j'ai laissé chez les Anglais, et puis on gagne 2-1, et on avait très bien joué au football, et niveau supportariat, c'était un des meilleurs déplacements pour moi. Personne n'y croyait, hein. Tout à fait en plus. Ouais, et bien. Malheureusement, je crois que vous perdez contre l'Argentine quelques semaines après. Ouais, c'est ça. Moi, mon meilleur souvenir, il est un peu plus récent que ça, c'est France-Ukraine. C'était juste une grosse orgie, quoi. C'était un pied monstre avec une tribune. Un souci critique et tout d'un coup, Alors. Pour dire un petit mot là-dessus, ça nous a vachement marqué. Après Ukraine-France, après le 2-0, on avait encore quelques billets nous dispo dans notre tribune et on s'est dit, à ce moment-là, les mecs ils vont pas venir les chercher et en plus de ça, on risque d'avoir des désistements parce que nous non plus, on n'est pas à l'abri parmi tous nos adhérents, des personnes qui peuvent retourner leur veste. Donc, on était dans cet état d'esprit-là. On a indiqué à nos adhérents qu'il nous restait des billets pour le match. Et en fait, on a des adhérents des 4 coins de la France qui voulaient pas forcément faire le déplacement parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, ils savaient pas forcément s'ils allaient être dispo, etc. Donc ils n'avaient pas pris leur billet en temps et en heure. Et on a eu plus d'une centaine de demandes en quelques heures, juste après le 2-0. Et des mecs qui nous disaient,
je dois être là. Enfin, il faut que je sois là pour ce match parce que s'il se passe quelque chose de bien, ça va être un moment de fou. Mais même s'il se passe quelque chose, même si on est éliminé, je veux être là pour les avoir soutenus et pour me dire que j'ai rien à regretter. Et ça a été un gros changement aussi. Ça a été un gros changement et pour nous qui développons cette association et qui la faisons grandir, ça a été un grand moment aussi avant le match de voir cet engouement qu'il y avait et ces personnes qui s'impliquaient dans l'idée, faut que je les pousse, faut que je sois là. Et donc non, au contraire, les personnes qui étaient là chez nous et nous on a pris un pied dans notre COP principalement avant de prendre un pied avec le stade. C'était avec des mecs qui étaient surmotivés à partir du moment où ils ont mis le pied dans la tribune, bien avant le coup d'envoi. Ils étaient surmotivés pour les encourager. Et nous, on a tout donné dès que les mecs arrivaient dans la tribune pour commencer à mettre l'ambiance. Ça a encore plus monté en pression à l'échauffement. Et derrière, c'est parti un truc de malade. Le score des Ukrainiens à l'échauffement, ils n'ont senti passer. Hein. Non mais moi c'est extraordinaire cette ambiance-là. Moi j'avais pas souvenir. Moi franchement j'en ai eu des frissons. Et je me suis dit, on critique, enfin vous aimez bien souvent dire oh les Français, vous souvent vous aimez bien dire oh les Français. Et je me suis dit mais moi je suis pas sûr que si l'Italie avait perdu son match aller 2-0, il y aurait une ambiance pareille avant le match au retour. Hein. On est complètement d'accord et nous on a créé, on a aussi, on a le matériel qui le permet aussi avec les mégas etc. Les tambours, mais on a créé aussi, on a incité toutes les personnes autour de nous, puis ça a rapidement pris. Un petit peu les détonateurs de ça. On est les seuls à avoir le moyen. Après il y a beaucoup de monde qui sont venus dans cet état d'esprit là en disant voilà, il va y avoir 11 guerriers sur le terrain et on veut qu'il y ait 80 000 guerriers dans le stade qui les aident. Mais dès l'échauffement, on a sorti les drapeaux, on a sorti les mégas et les joueurs français. Les joueurs ukrainiens sont rentrés, ont été conspués directement, et derrière les Français sont rentrés et nous on a commencé les chants et on les a pas lâchés. Et après voilà, le public s'est mis dans cette dynamique et tout le stade a participé. C'était vraiment un grand moment. Mais chez nous, comme je t'ai dit, moi c'est mon meilleur souvenir de match parce que le match allait, parce qu'on perd, parce que le contexte est archi difficile, parce que tout le monde nous voit éliminer et parce que nous on prend un pied de fou quoi. Et aucun analyste officieusement ils ont eu 80 000 membres. Et Stan et Fabien, et aucun analyste n'a dit, enfin pour moi l'analyse, personne n'a dit que, selon moi en tout cas quand j'ai regardé après, personne n'a dit que la qualification pour le Brésil, la France à la Coupe du Monde, la France au Brésil, moi je suis persuadé que le principal acteur c'était les 80 000 personnes qui étaient là ce jour-là. Si, ça a été pas mal dit. Honnêtement, ça a été pas mal dit dans les journaux, dans les médias à la suite du match. D'accord. Autant pour moi. Parce que moi, j'ai regardé après TF1, je vais te les citer, j'ai regardé après les journaux télévisés le lendemain, j'ai regardé Infosport Plus et j'ai écouté, l'after. Et j'ai pas entendu ça là, dans ces médias-là. Les joueurs l'ont dit, il y a un joli reportage qui a été fait sur Téléfoot le week-end suivant, Bleu Confidentiel, où Cabaye et Sako en parlent plutôt ouvertement et s'expriment dessus en disant qu'ils ont eu des frissons sur l'ambiance qu'ils ont ressentie et que ça les avait motivés à se dépenser plus quoi. Et puis même nous on a eu des retours par le staff de l'équipe de France que les joueurs ont été assez surpris et satisfaits de cette ambiance-là, qu'ils savaient encore plus motiver les joueurs par rapport au match quoi. Ça les a surmotivés. Donc est-ce que vous revendiquez ultra? Non. Vous êtes un petit peu dans ce truc-là, mais vous ne revendiquez pas. Définis-moi l'ultra et puis après je te dirai si on se... C'est stratégique ou pas? Non, c'est pas stratégique. Non, c'est pas stratégique du tout simplement parce que dans notre tribune, on a des très jeunes, on a des très âgés, on a des jeunes garçons, on a des dames qui sont âgées. Et toute cette population qui a envie d'encourager l'équipe de France se retrouve même dans le noyau de la tribune, c'est-à-dire dans les 5-6 premiers rangs. On a toute la population, on a des enfants, on a des pères comme j'ai des dames âgées qui sont là parce que elles ont toujours aimé le football, elles ont toujours aimé l'équipe de France et puis elles ont trouvé dans notre association la possibilité de venir encourager et de ressentir un respect global de tout le monde
Et donc on n'a pas, on aime bien cet état d'esprit-là, cet esprit famille. Comme je te disais, nous notre envie, c'est que chaque supporter qui est dans le stade, quelle que soit sa culture de supportariat, puisse se reconnaître dans l'association pour encourager l'équipe de France. Aujourd'hui, il y a si peu de supporters qu'on peut pas se permettre d'écarter certains parce qu'on se revendiquerait ultra ou quelque chose comme ça. Dans notre assos, on a des ultras de clubs qui suivent leur club chaque week-end à domicile, à l'extérieur. Et puis comme je te dis, on a cette population à côté et tout le monde s'apprécie, tout le monde chante ensemble. Et donc on se revendique rien d'autre nous que supporters, avec l'envie d'apporter cette ferveur au stade, cette motivation pour les joueurs, et puis nous amuser à chaque match. Mais après, je veux bien que tu me définisses l'ultra, je pourrais te dire si on l'est ou pas. Pour rajouter que l'un n'empêche pas l'autre, hein. Nous à Paris, à la tribune de Boulogne, on avait bien Mamie Hooligan, hein. Donc toutes les couches de la société aussi étaient représentées. Enfin voilà, c'est un petit mélange. Et puis Stan, la définition d'ultra, elle change, elle modifie. Moi, ce que j'ai entendu, c'est plus la définition. C'est un passionné, c'est quelqu'un, qui vit pour son club, pour eux l'équipe de France, et voilà, c'est quelqu'un qui a ça dans la peau, qui va au stade, qui encourage jusqu'à la mort. Et quand ça gagne, c'est une fête de fou. Quand ça perd, t'as les tripes qui sont dans les chaussettes. Et quand il faut se taper, on se tape. Voilà, un petit peu. Mais là, Fabien, je pense qu'il parlait. Enfin, ce que j'ai entendu, ce serait plus la définition que moi j'en ai. Je sais pas si tu vas être d'accord, Stan, sûrement que oui. Avec les ultras plutôt allemands, avec cet esprit quand même du compromis, cet esprit aussi un peu plus de la famille des personnes âgées, etc. Totalement. Mais c'est pas l'historique du mouvement ultra français. C'est pas compatible. Non, c'est pas incompatible, mais moi je trouve que les deux mouvements, j'ai une bonne opinion des ultras en général, hein, mais les deux mouvements sont respectables, mais c'est plus une tradition un peu allemande, hein, Fabien, t'es d'accord, hein, je pense. C'est ce qui, en plus, oui, c'est une tradition allemande. Après, nous, on s'est pas construit sur le modèle allemand, on n'a pas pris de modèle pour se construire, on savait où on voulait aller, on savait avec qui on voulait y aller. On savait qu'on voulait rester dans cet état d'esprit, comme je te dis, de famille, et d'avoir cette osmose au sein de l'association et que toute personne puisse y entrer. Et après, derrière, le modèle allemand, je crois que c'est celui qui a été repris dans le petit livre vert du supporter, etc. On doit pouvoir tendre à quelque chose, et on disait tout à l'heure que le mouvement ultra se meurt. Il y a certaines choses qui doivent pouvoir se faire. Pour redonner de l'élan. Après, je crois que ça part dans la bonne direction avec les regroupements d'associations qui sont en train de se faire et le ministère des Sports qui est sollicité de manière officielle par pléthore d'associations, et c'est très bien. Faut que ça continue comme ça, et il faut de la collaboration. Faut pas être opposé à tout le temps, et faut savoir se montrer responsable. Je crois que c'est clairement ce qui est mis en avant dans les courriers qui ont été faits par ces associations de supporters. Savoir se montrer responsable, pouvoir collaborer avec les instances, sans se dire tout le temps que c'est tous des pourris. Et quand on tombe sur quelqu'un qui veut travailler, c'est ce qui se passe avec nous à la Fédé actuellement, ça peut que marcher, et on peut que aller de l'avant, quoi. Sinon, pour le terme ultra, tu l'évoquais tout à l'heure par le fait qu'en 2016 on risque de se faire tirer notre bâche. Honnêtement, on va pas mettre un terme au groupe si on se fait tirer notre bâche. On trouverait ça forcément ridicule. Tant mieux pour celui qui prendrait plaisir à le faire. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Nous, quand on va en Ukraine après le match, on va faire la fête avec les Ukrainiens. On a fait ça, on est dans tous les pays où on est passé d'ailleurs. Et voilà, il n'y a pas d'antagonisme avec personne, ni en Italie, ni en Angleterre, ni chez tous les ennemis que le français en général pourrait avoir. Ça va être très chaud en Serbie, parce que les ultras belges m'ont dit que le déplacement le plus chaud et au niveau de l'ambiance, c'était la Serbie. Bon courage. Oui, on l'a déjà fait, et malheureusement, et j'ai une pensée pour lui, on l'a déjà fait en 2009, la Serbie, en septembre 2009, la Serbie. Et on était en Serbie, je crois, une semaine ou 2 semaines avant que les Toulousains y soient. C'était, voilà, on a enchaîné, on était les Français précédant les Toulousains à aller en Serbie, et nous, on a eu très chaud. On a eu des pluies d'objets sur nous, on a été archi encadrés par la sécu locale, et voilà, et malheureusement juste après une pensée pour Brice, et voilà. Il faut
c'est pour Brice Taton. Voilà, ouais, il y a une tragédie, donc ouais, ça a été un petit peu le déplacement, on va dire, le plus chaud. Chaud, ouais. C'est ce qui, ça paraît normal, hein, on sait très bien. Ouais, après bon, voilà, au niveau des nations, il n'y a pas ces codes-là, hein, de vache et tout ça, donc exactement ça. c'était plutôt une petite boutade, hein, pour bien démarrer les missions, hein, pour bien mettre en forme. Hein. Non, y a pas de... Et Stan, puisqu'on parle des ultras, je sais que je parle beaucoup là, mais puisqu'on parle des ultras écossais, c'est magique. Ah bah oui. C'est pas des ultras écossais la tartane. Non, c'est pas tout à fait des ultras, c'est vrai. Fabien, t'as raison de me corriger. On les a bien côtoyés. Hein. On a fait le déplacement en Écosse en 2007, je crois que c'était, et puis ils sont arrivés en France dans la foulée pour le match retour. C'était la même année. Ouais, ils ont rempli le Parc des Princes en fait. Et en fait, on a été là-bas, on a été super bien reçus par les Écossais. C'était un truc de fou, mais après, voilà, je pense pas qu'ils se revendiquent ultra de quoi que ce soit. Non, et la Tartane Army, c'est un groupe de 50 ou 60 000 adhérents. C'est une folie. Et en fait, on a eu des bons contacts avec eux. Au retour, on a été avec eux dans le cortège qu'ils ont fait entre le Champ de Mars et le Parc des Princes. Donc voilà, enfin, un très 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 bon souvenir, la Tartane Army. Ouais. Et là, bien sûr, la Coupe du Monde approche, hein, les amis, votre programme pour cette Coupe du Monde. Anthony, je te laisse le tien, et puis je reviens sur le mien après. Ouais, parce que c'est un peu différent. Moi, question finance et emploi du temps, je pourrais pas aller au Brésil, mais évidemment, je vais suivre avec attention tous les matchs, surtout ceux de l'équipe de France. Je pense qu'on va essayer de se réunir avec ceux qui partent, ceux de l'association qui ne partent pas au Brésil. Il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent rejoindre un petit peu le mouvement, est-ce qu'il va y avoir pas des réunions, mais comment on appelle ça, des rassemblements, des petits rendez-vous, des petits rassemblements, oui. Je pense que ça devrait se mettre en place. Ça devrait se faire, c'est pas encore fixé, mais ça devrait se faire. Voilà, ça devrait se faire. Faut suivre la page Facebook de la sauce, faut suivre un peu l'actu de la sauce, et puis je pense que si les auditeurs qui souhaitent nous rencontrer et vivre un match avec nous, faut suivre la page Facebook des Irrésistibles pour voir si c'est prévu, mais normalement ça devrait se faire. Ouais. Parfait. Fabien? Moi, dans une semaine, là, normalement, je suis à Porto Alegre. Oh là là. Ça sent le monoeil. Ouais, ça sent la Cape Pyrénées aussi. Et ça sent la ch'touille, attention. Méfie-toi. On va faire gaffe à ce qu'on touche là-bas. Paraît que là-bas, les chirurgiens, ils font des miracles. Hein. Ouais, je sais. Mais j'ai la chance, je sais pas, suivant l'état d'esprit dans lequel vous allez, mais je serai pas seul et ma femme sera avec moi pour aller là-bas. Donc on va se faire un beau voyage. On sera 70 de l'association à vivre dans une organisation faite par la sauce. Donc avec les transferts gérés, on va vivre dans des hôtels, auberges de jeunesse ou dans des villas suivant la ville dans laquelle on va être. Donc 70 à 90 qui vont profiter de la logistique mise en place par les Irrésistibles français. Et en tout, il y aura 250 de nos adhérents qui vont aller supporter les Bleus au Brésil. C'est quand même énorme. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc pour moi, ça sera les trois premiers matchs, donc les matchs de poule au Brésil, Porto Alegre, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro. Un bon souvenir, et derrière, après comme Anthony, il faut que les finances suivent. Donc là, c'est déjà un budget assez conséquent, surtout quand on y va à deux. Pour l'association, on tourne à 2500 € pour ce premier tour, entre le vol France-Brésil, l'hébergement, les vols internes et les billets de match. 2500 €, honnêtement, par rapport à tout ce qu'on a pu voir à côté, les ventes privées, les offres exceptionnelles, etc., c'est presque moitié moins cher que ce qu'on a pu voir dans ce qui s'organise officiellement. Pour te dire, sur vente privée, j'ai vu un match de l'équipe de France avec une petite semaine au Brésil, 2000 €. Donc tu vois. Tout est bénéf là-bas, parfait. Combien nos auditeurs doivent payer pour adhérer aux Irrésistibles? Alors, tout à fait. Ouais, on a une adhésion annuelle, et donc comme je te disais, auparavant on était sur une année civile, et maintenant, vu qu'on est dans le projet Club des supporters de l'équipe de France, et qu'on est l'un des interlocuteurs privilégiés de la Fédé pour développer ce Club des supporters de l'équipe de France, vu notre passif
et notre expérience au sein des tribunes des Bleus. Donc on a rejoint ce dispositif et là où l'adhésion au club des supporters pour un lambda est à 20 €, nous on fait notre adhésion IF+, et qui rejoint l'adhésion derrière au club des supporters de l'équipe de France à 17 €. On essaye toujours d'être bas en prix pour attirer le plus de monde possible, donc c'est 17 € à l'année. Et derrière, c'est des avantages sur les billets, enfin la billetterie, en étant prioritaire sur la billetterie, en étant prioritaire à l'ancienneté sur les grandes compétitions, c'est-à-dire que si on a un quota limité pour l'Euro 2016, c'est nos adhérents les plus anciens qui seront privilégiés, mais ça sera toujours les adhérents qui seront privilégiés en tout cas. Et dans les 17 €, il y a aussi des réductions sur les billets au Stade de France. Donc honnêtement, c'est pas grand chose, c'est symbolique, c'est un engagement à passer pour tous nos adhérents. Mais s'il y a que l'argent qui intéresse la personne qui nous rejoint, c'est très vite rentabilisé. Après, sur la passion et sur ce qu'on peut vivre pour un match de l'équipe de France, honnêtement 17 € c'est rien, parce que je pense que ce que vous pouvez vivre chez nous, c'est peut-être pas l'extase, c'est peut-être pas l'orgie, c'est peut-être pas les grosses tribunes ultra qu'il peut y avoir, mais c'est une bonne expérience, c'est une bonne ambiance. Et puis c'est aussi pour la personne qui va venir la pierre en plus qui va apporter à l'édifice, parce qu'on est en pleine construction, on se revendique pas grand groupe de supporters, on revendique pas des ambiances de folie, mais chaque match on essaye de progresser, on essaye de faire toujours mieux. Aujourd'hui on arrive à faire bouger 200 actifs, environ 200-300 actifs sur des matchs de l'équipe de France, sur toutes les places qu'on peut avoir. Et chaque personne qui se reconnaît un petit peu dans le profil qu'on a décrit jusqu'à maintenant et qui a envie de se dire bah ouais, moi je veux faire bouger ça aussi, je veux aller chanter, je veux aller délirer avec eux, bah elle sera la bienvenue. Il y a aussi du bateau que vous faites, hein, j'ai vu où il y a une très belle écharpe, hein, je l'ai pas encore reçue, c'est normal. Voilà, en passant, non, voilà, il y a aussi, voilà, il y a du beau bateau, il y a voilà, il y a une belle écharpe, je la trouve très très belle, cette écharpe, c'est exclusivement juste pour vos membres ou peut-être pour les animateurs de radio, peut-être aussi. Ah, bah, mais sinon, c'est l'adhésion, elle se retrouve aussi là-dedans, c'est-à-dire que si on fait du matos, on va pas l'ouvrir toujours à tout le monde, et on a envie aussi que nos adhérents puissent avoir certains avantages, et quand on se rend compte qu'un produit plaît, et comme cette dernière écharpe peut plaire, vous pourrez la voir, comme disait Anthony, sur notre page Facebook, qui est l'endroit où on a le plus d'activité, parce que l'outil, le réseau social le permet, et permet cette instantanéité de l'événement et cet échange avec tous nos adhérents et avec tous les amoureux de l'équipe de France. Donc ce matos qu'on va créer uniquement pour nos adhérents, c'est aussi pour inviter les gens à franchir le pas, que vous leur montrer qu'on bosse à côté. On fait un boulot pour nos adhérents, on fait le boulot bénévolement, on se fait plaisir aussi dans le matos qu'on crée, et on fait plaisir à nos adhérents qui apparemment, enfin l'accueil qu'on a pour cette dernière écharpe, en effet, qu'on a reçu hier. Donc moi je l'ai pas encore autour du cou, pour l'instant elle est chez notre trésorier, mais voilà, les adhérents kiffent, et c'est le principal, et nous c'est ce qu'on a, nous on kiffe le faire, et voir nos adhérents kiffer, juste voir l'écharpe, et je pense qu'ils vont aimer l'avoir autour du cou, c'est plaisant. Donc il y a du matos qui est ouvert à tous, il y a du matos qu'on réserve à nos adhérents, mais je pense que c'est le cas un petit peu partout, dans tous les groupes. C'est clair, c'est parfait, c'est génial. J'espère, je vous invite, amis auditeurs, ça doit être une obligation. Je pense que maintenant qu'on les a reçus, hein, parce que c'est un petit peu aussi cette émission, un petit noyau fermé. Hein, on se développe, on a de plus en plus de monde, mais on a surtout des gens très importants qui nous écoutent, et ça pour nous c'est plus important la qualité que la quantité. Mais voilà, mes amis auditeurs, auditrices, hein, je vous invite à faire partie des irrésistibles français. Ça doit être un devoir pour nous français. Ça pourrait peut-être nous permettre, hein, de nous ouvrir un peu plus sur certains joueurs, un peu, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà, comme on dit, hein, plus on est et plus on pèse, hein, dans la balance. Donc voilà. Stan, si je peux dire un dernier petit mot, parce que je pense qu'on a pas mal d'auditeurs qui doivent être en région et qui peuvent pas forcément venir au Stade de France à chaque match.
Grâce justement à notre collaboration avec la Fédé, on va normalement à partir de France-Espagne, donc du mois de septembre prochain, mettre en place des cars et des moyens de transport pour les adhérents, enfin pour les adhérents en région, pour les supporters de l'équipe de France en région, mais principalement pour les adhérents, enfin uniquement pour les adhérents d'ailleurs, à des prix le plus bas possible. Parce que la Fédé va nous aider dans ses moyens de déplacement et attirer toujours plus de supporters au Stade de France. Donc je sais que pour un supporter de club, il y a toute une partie de finances qui passe dans le soutien à domicile et dans les DEP à l'extérieur, et que c'est compliqué derrière de pouvoir aussi gérer l'équipe de France et de se taper des déplacements plus pour l'équipe de France, même si c'est que au Stade de France. Même si la personne n'a que 100, 200 bornes à faire, mais c'est vrai que ça peut être chaud, surtout que les matchs de l'équipe de France sont aussi en semaine, donc parfois ça demande des jours de congé ou des demi-journées de congé. Mais en tout cas sur la partie financière, voilà, on va essayer on est en train de travailler énormément là-dessus, ça se met en place, et c'est une actu qui est chaude depuis quelques petits jours, et on va essayer de développer ça. Donc pour nos adhérents qui nous écoutent, pour les adhérents IF qui nous écoutent et ceux qui voudraient nous rejoindre, voilà, sachez que c'est en train de se développer et que vous allez avoir des moyens pour aller supporter l'équipe de France, notamment au Stade de France, qui vont se développer et qui vont vous permettre de venir à des prix un peu plus bas que ce que vous pourriez faire par vous-même. Eh oui, puis on sera nombreux. C'était pas mal. Ah, c'est pas mal. Mais pas mal, hein. Une fois que je fais pas exprès, hein, comme quoi. Voilà, hein, pour inciter aussi les amis bleus à jouer mieux, hein, il faut être nombreux. Donc plus on sera et plus ils voudront mouiller le maillot aussi, les amis. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, c'est un coup double, c'est tout bénéf pour tout le monde. Vite fait, parce qu'on avait dit 1 heure, on est déjà 1h10, mais on a l'habitude dans cette émission. On est souvent en retard, mais on finit toujours tard, hein, sachez-le. Un petit prono là, vite fait. Vous voyez l'équipe de France arriver où? Fabien? Vas-y, Fab. Quart de finale minimum. Anthony? Moi, je suis ambitieux. Moi, je vois franchement la France en finale. Franchement. Heureusement que j'ai ton numéro, hein, franchement. L'amour rend aveugle, mais ceci étant dit, ça fait plaisir à entendre quand même. Ceci étant dit, puisque ceci étant dit, quand on regarde bien, les Belges iront moins loin que vous pour une raison simple, c'est que nous en 8e on se tapera soit l'Allemagne, soit le Portugal. Quand je regarde bien, vous, votre groupe, vous avez un groupe totalement abordable. Alors je sais bien, mes potes français me disent tout le temps, oui, mais à chaque fois qu'on a un groupe abordable, on se viande, c'est vrai. Mais ceci étant dit, si vous finissez premier, vous évitez l'Argentine, je crois que vous avez un 8e de finale. J'ai pas vu qu'il y avait vous avez un 8e de finale, mais genre peanuts, quoi, on a envie de rigoler. Donc je me rappelle plus, vous avez, parmi toutes les équipes de la Coupe du Monde, potentiellement celle qui a le grand boulevard, entre guillemets, pour les quarts de finale, si elle déconne pas, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je disais l'écart, et normalement si ça se passe convenablement, qu'on finit premier et que l'Allemagne finit premier de son groupe, c'est l'Allemagne qu'on tape en quart de finale, et là ça va jouer sur un match, mais là ça va commencer à être sérieux et chaud, quoi. T'as l'air étonné, Chris, hein, mais non, je suis pas étonné. Platini qui est français, hein, donc, non, je suis pas. Non, mais c'était même pas. J'ai même pas fait d'allusion. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. J'aime bien. Donc mon prono. Ah oui. Je vais aller quart de finale. Hein. Ce serait quand même sympatoche. Hein, ce qui serait terrible, c'est que l'Argentine se viande et finisse 2e de son groupe. Mais ça, j'ose pas l'imaginer. Ouais, mais si elle se viendra contre nous aussi. Ils vont bien. Une fois, mais pas deux. Et quart de finale, vous avez un peu regardé qui ça pourrait être, parce que quart de finale, l'Allemagne pour nous. Ah ouais, ou la Belgique. Pardon. La Belgique, bien sûr. Non, mais on passe à 10 000 km d'ici, on pourrait faire répondre l'Argentine quand même. Ouais, avec Lionel Messi. Oui, ce serait quand même plus beau. Je peux faire une petite dédicace pour finir. Une petite dédicace à mon petit bleu et mon cadou, je vous donne un apéro, les mecs. Voilà. Y a pas de souci, Fabien, si t'as une dédicace. Non, moi je les ai faites. Sinon, c'est à tous les adhérents de la sauce qui nous écoutent. Et les mecs, lâchez rien, on est sur la bonne voie. Et on a besoin de vous pour continuer le combat. C'est clair et net, et on espère que vous serez de plus en plus nombreux. On va faire des appels, on vous soutient, nous. Je risque de faire partie aussi de votre groupe. Pour le soutien, c'est comme ça, c'est aussi adhérer. Quand tu adhères, tu vas jusqu'au bout, comme on
on dit. Je remercie tous les auditeurs ce soir. Il y avait personne sur le chat, hein. Peut-être que vous vous êtes éclaté les doigts sur le clavier. J'en suis désolé. Voilà, ce soir j'étais seul aux manettes, je ne pouvais pas tout faire. Vous comprendrez, hein. Donc le chat, on va l'organiser pour que ça se passe comme d'habitude, hein, vos questions en direct et tout ça. Ceux qui ont essayé d'appeler, il y a eu un petit souci. Normalement, ça a été réglé. Donc la semaine dernière, vous n'avez pas pu. Donc je crois que vous êtes un peu retenu cette semaine. Donc, vous inquiétez pas, c'est de nouveau opérationnel. On se met en place pour être aussi opérationnel en septembre. Il risque d'y avoir une dernière émission de la saison, hein, parce qu'on attend, hein, on attend nos amis basketteurs de Limoges, hein, s'ils sont champions de France, hein, les Ultra Green de Limoges, hein, ce groupe ultra très réputé et très sympa aussi. Donc voilà, ils ont donné leur accord, mais de toute façon, si tu cherches des Ultra Green et qu'ils viennent pas, tu t'appelles les militants de Greenpeace. Hein. non, je préfère les blagues de Stan. Ouais, mais... bah ouais, perso, je préfère les bacs de Stan aussi. Ouais, bah c'est pour ça, moi je suis là et lui il est de l'autre côté, hein. C'est aussi voilà, il y a une frontière qui nous sépare, quoi. Non, mais je déconne parce que Chris Dream est un de nos meilleurs animateurs dans cette radio. Donc n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Voilà, on a parlé un petit peu de casting, donc je voulais le faire aussi vite fait. Donc voilà, ce non-lieu, c'est ça. Voilà, j'en dirai pas plus, on en a parlé tout à l'heure. On y reviendra à l'émission, hein, bien sûr, quand il y aura plus de nouvelles. Merci à tous et à toutes. Merci Fabien, merci Anthony. Merci à vous de votre accueil. C'est normal, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. J'espère qu'on va passer une bonne Coupe du Monde. Et voilà, au rendez-vous, il y aura le maximum sur Paris de monde pour faire la fête. Et toi, Fabien, ça se passe bien du côté du Brésil. Je vous rejoins pour les matchs à partir du 8e, t'inquiète. Voilà, mais reviens pas avec une maladie rare. Hein. Par contre, si tu peux revenir avec la capégrina, c'est bon ça. Voilà, la fièvre bleue ou du lotus bleu, je sais pas quoi. Donc, merci à toutes et à tous. Et peut-être à la semaine prochaine, hein, c'est pas sûr, je vous tiens tous au jus comme on dit. Allez, merci. Merci beaucoup Stan. Allez, ciao les gars. Merci à l'équipe, ciao. Ciao. Prochain rendez-vous sur RTS Radio demain, 20h, le Motor Show avec Alex et toute son équipe. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Salut tout le monde.